bonsoir, bonjour, bonne nuit, n'importe pas l'heure parce que le temps n'existe pas. Nous sommes autrefois avec M. Colin Chabot et on va parler une deuxième fois de la cosmologie extraterrestre. Comment ça marche l'univers? On va savoir qu'est-ce qu'il passe ailleurs. Ailleurs. Bonjour. Bonjour. Oh boy. OK. Il faut partir, hein? Il faut partir. La première chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires à partir de la première vidéo, des gens qui m'ont posé des questions sur mon Facebook, et je vais essayer en partie de répondre dans cette vidéo. La première chose que je dois dire, qui pour moi est assez important, c'est que ce que je transmets comme information dans ces vidéos-là, ce sont des informations qui m'ont été données juste pour moi, au point de départ. Parce que, avant de venir sur la Terre, dans cette vie-ci, j'ai fait une entente pour que ce soit ma dernière vie. Et comme c'est ma dernière vie, j'ai eu une vie très axée sur faire un bilan. Ça veut dire que je me suis beaucoup intéressé à mes vies antérieures. Comme si, sachant que j'étais pour partir, je devais faire un vaste panorama de tout ce que j'ai vécu pour aussi terminer des relations, terminer des karmas. J'ai beaucoup rencontré de gens dans ma vie avec qui j'ai eu à terminer quelque chose qui avait été commencé dans d'autres vies. Et j'étais assez conscient pour le savoir. C'est-à-dire que quand j'avais une relation avec quelqu'un sur une base de plusieurs années, j'étais capable de savoir d'où venait cette relation-là, qu'est-ce que j'avais vécu dans une autre vie et qu'est-ce que j'avais à terminer avec cette personne. Et ça, je le faisais dans l'esprit que je savais que c'était ma dernière vie. Et j'ai aussi, bon, j'ai beaucoup réglé des karmas, des dettes accumulées à travers les millénaires. Et l'enseignement que j'ai reçu, je vais vous dire la vérité, la vraie vérité. L'enseignement qu'on m'a donné, c'était pour moi. C'était pour moi pour que je sache comment fonctionne le reste de l'univers, parce que c'est là que je m'en vais. Quand tu dois partir de quelque part pour aller ailleurs, il faut qu'on te prépare, il faut que tu sois prête à pouvoir vivre dans un autre monde, soit sur une autre planète, soit sur un autre plan de vibration. Mais c'est ça que j'ai eu comme enseignement, c'est pour me préparer à aller ailleurs. Mais je dois dire aussi que, c'est pour ça que je dis aux gens qui m'écoutaient, que si ce que je raconte vous touche, vous rejoint, bravo. Mais ce n'est pas le but premier, dans le sens que ce n'est pas un enseignement qui s'adresse à tout le monde, c'est un enseignement qui s'adresse aux personnes qui ont à peu près le même cheminement que moi. Ce qui fait que la façon que je raconte, ne pensez pas que tout le monde doit adopter ou doit vivre de cette façon-là. C'est comme de dire, moi, je suis végétarien, je fais attention pour ne pas blesser, tuer la moindre forme de vie, mais ça, c'est moi. C'est moi aujourd'hui pour le cheminement où j'en suis rendu et où je m'en vais. Et dans ce sens-là, et c'est pas parce que moi j'ai fait ces choix-là que les gens doivent faire les mêmes choix. Ce sont des choix très, très personnels. Parce que dans cette vie-ci, on ne m'a pas demandé d'être un messager. Je suis qu'un porteur. Je porte une entité en moi qui est importante pour eux. Et dans ce sens-là, c'est ça le rôle que j'ai vraiment. Et si je transmets quelque chose, c'est parce que je veux le transmettre. Mais ce n'est pas obligatoire. Bon, c'était un petit point que je voulais faire au début pour que les gens comprennent. Cosmologie extraterrestre. Je dois ressouligner quelque chose dont j'ai parlé, puis que les gens n'ont peut-être pas tout à fait saisi l'importance, c'est de savoir que tout l'univers est fait avec une seule et même énergie. Ça, j'en ai parlé. Tout ce qui existe est fait avec une seule et même énergie. Mais je parle d'énergie, mais dans le fond, ce n'est pas une énergie, c'est une essence. C'est une espèce de substance immatérielle qui existe partout dans l'univers. Et les extraterrestres que je connais l'ont traité
l'ont manipulé, l'ont soumis à peu près à toutes les contraintes possibles pour en arriver à une grande conclusion. Et c'est cette conclusion-là que peut-être que j'ai mal expliqué la première vidéo. Ils ont fait la conclusion que cette énergie-là, cette essence-là, elle est indestructible. Elle est toujours constante. Ça veut dire que quand une forme se défait et qu'elle retrouve l'énergie première, il y en a toujours la même quantité. Il n'y a jamais de perte de cette énergie-là. Elle est toujours constante, donc elle est indestructible, éternelle, immuable. Et à cause de ça, les extraterrestres ont dit, s'il y a quelque chose de sacré dans l'univers, c'est cette énergie-là. S'il y a quelque chose de divin, c'est cette énergie-là. Nous, on utilise le mot divin. Les autres vont dire plutôt le mot sacré. Ça veut dire que cette énergie-là est digne d'être considérée comme sacrée. C'est très important de saisir ça, parce que c'est ça qui va faire que les extraterrestres vont avoir un haut respect de toute forme de vie. Mais toute forme de vie. J'irais plus loin que ça. Je dirais que nos émotions, nos paroles, nos gestes sont aussi cette énergie-là qui est transformée en vibration. Alors pour eux autres, ce n'est pas que toutes les formes de vie qui sont sacrées, c'est aussi tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Pour eux autres, c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Jusqu'à quel point que l'enseignement vient d'eux, puis jusqu'à quel point que c'est aussi un cheminement personnel. Mais j'ai compris très jeune que le sacré doit être partout. Tout ce que l'on fait mérite d'être bien fait. Tout ce que l'on pense mérite d'être pensé avec une intention positive. Chaque chose que l'on fait à chaque minute de notre vie doit être faite comme si on célébrait un rite sacré en l'honneur, en la vie et en l'honneur de cette énergie-là. J'en parlerai un peu plus tard parce que nous, sur la Terre, on est habitués à des religions qui ont quantifié les rituels, qui les ont faits à l'intérieur de cadres précis, mais ce n'est pas comme ça dans l'univers. Dans l'univers, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de temple nécessairement dédié aux croyances ou à la foi. La religion doit se pratiquer dans le quotidien, dans le moindre geste que l'on pose. OK. OK, c'est beau là? C'est beau, OK. À partir de ça, ici sur la Terre, on a un problème en ce moment. C'est que les scientifiques nous ont convaincus que l'évolution part de la base, c'est-à-dire que nous sommes l'évolution d'une série de vies qui va de ce qu'il y a de plus primitif en devenant de plus en plus évolué, de plus en plus complexe. Comment expliquer que c'est complètement le contraire? La vie complexe, comme on la connaît, nous, en tant qu'être humain, elle ne peut pas exister dans une partie de l'univers où l'énergie primaire est rare. Ici, il n'y a pas beaucoup d'énergie dans l'air. L'énergie primordiale dont je parle, elle est assez rare dans l'air, qui fait que il y a peu de vie complexe qui peut naître à partir de cette énergie-là. Ce qui fait que la vie complexe naît toujours dans les endroits où cette énergie-là est très abondante. Donc, près des centres des galaxies où l'énergie est très, très dense dans l'air, ce n'est que là que peut naître des êtres étant déjà assez complexes. Okay. C'est assez vaste à expliquer. Quand l'énergie originelle est très dense dans l'air, c'est-à-dire qu'elle est très présente, elle est très, très, très abondante dans l'air, les êtres qui peuvent naître dans ce monde-là ne peuvent être que très, très, très évolués en naissant. Parce que pour vivre dans un univers où l'énergie est dense, il faut avoir un corps un peu plus dense encore. On ne peut pas avoir un corps moins dense que l'énergie qui est ambiante.
Sinon, ça ferait un trou dans l'air. Donc, les êtres qui sont nés les premiers dans l'univers autour des galaxies, près des centres des galaxies, c'était des êtres très évolués, très parfaits à la naissance, et qui avaient un corps qui était légèrement plus dense que l'énergie ambiante. Mais comme l'énergie était déjà très dense, la variation de corps était assez rare. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de variations au niveau des formes de vie. Parce que comme la vie doit avoir toujours un corps plus dense que l'énergie d'ambiance, automatiquement, il y avait peu de corps, peu de variations. Les êtres se ressemblaient beaucoup, étaient relativement parfaits et se côtoyaient avec peu de friction, peu de conflits. Il y a quelqu'un qui m'a demandé à un moment donné, il dit, les extraterrestres que tu connais, est-ce qu'ils ont passé comme les gens sur la Terre? Est-ce qu'ils ont passé par toutes les périodes de guerre, de conflits? Est-ce qu'ils ont dû faire toutes les étapes qui les ont amenés à devenir une civilisation évoluée? Ben, j'ai dit non. Non. Parce qu'ils sont nés, ceux que je connais, pas tous, mais une partie de ceux que je connais, sont nés dans un univers où l'énergie est tellement abondante dans l'air que la civilisation est née déjà avec un grand niveau de perfection. Quand tu nais dans un endroit où l'énergie primordiale est abondante, tu nais déjà performant, tu nais déjà conscient, tu nais déjà avec un savoir, une intelligence, des qualités qui sont déjà à grande maturité. Ce qui fait qu'il y a bien des civilisations extraterrestres qui sont jamais passées par des conflits, des guerres, des choses comme ça, ou qui ont passé par des périodes de maladies, d'épidémies, de choses comme ça. Ce qui fait qu'ils ont la misère des fois à nous comprendre, parce qu'ils ne comprennent pas que nous, on soit encore à des stages à se battre entre nous autres pour l'espace vital. Donc, toute création est née des endroits où cette énergie-là est abondante. Et lentement, ces êtres-là se sont lentement diversifiés et répandus de plus en plus loin des centres. J'explique ça parce que je vais dire tout de suite quelque chose qui va peut-être éclaircir. Les sens que l'on a, la vue, le toucher, l'ouïe, le goûter, ce sont des sens qui existent avant même l'organe. Okay. C'est ça qui fait qu'on est à l'envers de l'évolution. Okay. Je vais essayer de l'expliquer par un exemple assez simple. Prenez un amibe. Un amibe, c'est un organisme monocellulaire, très, très primitif. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas d'estomac, et pourtant, elle perçoit la lumière, elle avale une proie, et elle la digère. Hein? Comment ça se fait qu'elle a trois fonctions sans avoir l'organe? Parce que la fonction existe avant l'organe. Les gens pensent que quand on meurt et qu'on perd nos 5 sens que l'on a, les gens disent, ben oui, mais là, comment je peux percevoir d'autres mondes si j'ai plus mes 5 sens? Non, 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 non. Les 5 sens que vous avez dans votre corps physique, ce sont des fonctions, des sens qui existent dans les mondes supérieurs, mais qui ont été amoindris pour pouvoir fonctionner dans un corps physique. Mais plus on s'élève dans les mondes supérieurs, plus les sens deviennent beaucoup plus raffinés. Premièrement, ils deviennent plus globales, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste confinés dans un organe du corps. Ce qui fait que ce que nous, on connaît sur la Terre, c'est la terminaison dans la... c'est la matérialisation la plus presque grossière d'un mode de vie qui est beaucoup plus raffiné quand on monte dans les fréquences. On est dans les plus basses fréquences, qui fait que tout ce que l'on vit sur la Terre est assez primitif et rudimentaire. Mais au contraire de perdre nos sens quand on s'élève, c'est le contraire, nos sens deviennent beaucoup plus subtils et raffinés. OK. C'est pas facile de tout expliquer ça. Bon, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est une cosmologie qui m'a été enseignée pendant une quarantaine d'années
Et c'est très, très vaste. Ça couvre beaucoup, beaucoup de choses. Et j'essaie... parce que ce que j'ai reçu comme enseignement, ça ne se résume pas à 2-3 idées. Ça se résume à des centaines de choses, de concepts qui, reliés ensemble, forment un tout qui se tient. Mais comment expliquer un élément ou 2 éléments de tout ça sans comprendre toutes les autres en même temps? J'ai déjà dit quelque chose qui laisse entendre. Pour qu'on comprenne les concepts qu'on m'a donnés, il faudrait j'en explique 10 en même temps. Parce que si j'en explique un seul ou 2 sans comprendre les autres, on se perd. Il faudrait que j'en explique 10 en même temps pour qu'on saisisse globalement. Alors, je vais continuer dans cet esprit-là. Donc, toute forme de vie a parti d'un monde parfait qui lentement s'est répandu dans la matière, devenant de plus en plus dans des corps solides et perdant de plus en plus les capacités qu'ils avaient au point de départ. Mais pour vivre dans les mondes comme ici, on doit abaisser les fréquences, donc on doit perdre des talents, des aptitudes pour en arriver à pouvoir survivre dans un corps physique. Les gens vont me demander la question, pourquoi que des êtres parfaits iraient dans des mondes inférieurs se retrouver dans des conditions? Parce que les êtres qui sont parfaits, c'est toujours une question de conscience. Ils sont parfaits, mais ils sont inconscients de leur perfection jusqu'à un certain point. Et ce n'est qu'en entrant dans la matière qu'ils découvrent leur perfection en connaissant leur imperfection. On ne peut pas prendre conscience d'une perfection sans connaître l'imperfection. Comme j'ai dit dans la première vidéo, on ne peut pas connaître le vrai amour sans connaître la haine. On ne peut pas comprendre le respect de toute forme de vie sans avoir connu le contraire, sans s'être battu pour survivre et s'être fait tuer par d'autres. Le respect de la vie vient le jour que quand quelqu'un te tue sans te demander la permission. Quand tu vis ça, après ça, tu dis « OK, je ne tuerai plus personne sans lui demander la permission. » OK, d'accord. OK. Ce qui fait que je reviens aux reptiliens, parce que les reptiliens, OK, je vais dire une chose ça me faisait rire cette semaine quand je pensais à ça. Honnêtement, j'aurais aimé être enlevé par des beaux grands blonds. Mais j'ai pas choisi, et ce sont des reptiliens qui m'ont enlevé la première fois. Dommage, mais c'est ça. Alors, il faut trouver le positif dans toute chose. Il faut savoir que quand il y a des races très évoluées qui se répandent dans les univers plus denses, il faut une chose très importante. OK. Quand tu es un peuple évolué, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux connaître le monde, tu veux découvrir les lois de l'univers, mais la première chose que tu veux faire, c'est découvrir d'autres planètes, avec d'autres vies, et répertorier la vie ailleurs. Pourquoi que la vie prend autant? Encore là, je viens dire quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. OK. C'est tellement vaste. OK, je vais dire quelque chose tout de suite, comme ça va être clair. Il n'y a pas de vie moyennement évoluée ou intelligente qui apparaît seule sur une planète. Toute forme de vie moyennement évoluée, je parle même juste des animaux, ne peuvent pas apparaître sur une planète sans être implantés par une race supérieure. Il y a quelques planètes où il se développe des formes de vie microbiennes, mais au moment qu'il y a des plantes, elles sont implantées. Au moment qu'il y a des animaux, ils sont apportés. Et au moment qu'il y a des êtres évolués, ils sont apportés. C'est clair, c'est net. L'évolution ne part pas de la base, elle part d'en haut. Je vais aller plus loin que ça. C'est temps que j'en parle de cette fonction-là. Parce qu'il y a des peuples qui ont répertorié les planètes, les mondes, qui vont d'un monde à l'autre, visitent les planètes, et ils ensemencent la vie. Mais ça va plus loin que ça. Il y a des scientifiques qui disent qu'il n'y a pas tant que ça de planètes qui sont viables pour la vie.
Ah oui, la Terre est privilégiée, elle a la vie. Mais si on regarde toutes les planètes qu'il y a dans l'univers, même s'il y en a des milliards, il n'y a pas tant que ça de planètes qui pourraient peut-être être bien disposées pour recevoir la vie. Faux. Les extraterrestres évolués, une de leurs passions, c'est de réorganiser les mondes pour qu'ils soient viables pour la vie. Ça veut dire que bien des extraterrestres sont capables de déplacer des planètes, d'influer sur le mouvement d'un soleil pour faire en sorte que toutes les conditions soient propices à une vie. Alors, eux autres, ça fait longtemps qu'ils ont réglé le problème. Ils découvrent des endroits de l'univers qui semblent bien disposés au point de départ, et comme des enfants qui jouent avec des billes, ils redistribuent les planètes, ils font en sorte qu'ils deviennent viables, et quand tout est bien installé, ils implantent la vie sur les planètes. Et ça se fait depuis des millions d'années. Donc, quand les scientifiques disent « Ah oh, ouais, non. » Quand une race extraterrestre a des millions d'évolutions, déplacer des planètes, c'est tout à fait d'une grande simplicité. Ils vont même, ils déplacent les planètes, mais ils vont aussi en chercher. C'est-à-dire qu'ils vont en prendre ailleurs, puis les amènent dans un secteur qui en a besoin. Parce que pour eux autres, ils veulent avoir toujours un minimum de 7 planètes, au moins 7 planètes viables autour d'un soleil. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas déplacer les soleils, mais ils peuvent influer un peu la courbe des soleils. Donc, ils ne peuvent pas le déplacer, mais du moins parce que nous, on pense que le soleil est fixe. Il est fixe pour notre système planétaire, mais dans l'univers, les soleils bougent aussi, parce qu'ils gravitent autour de la grande galaxie. Fait qu'ils peuvent légèrement incurver sur le mouvement d'un soleil, pour le mettre dans une position un peu plus propice à la vie. À partir de ce moment-là, ils amènent sur les planètes, en général, ils vont amener des plantes en premier, une variété de plantes, qui vont être en général vraiment préparées spécialement pour l'endroit. Donc, ils ont... Si vous verriez leur bibliothèque, ils ont des bibliothèques qui sont à peu près 5 fois plus grands que nos grands centres d'achat qu'on a. C'est immense. Et ils ont des... quand ils ensemencent la vie sur une planète, ils ont toute une palette de plantes, de vie. Et là, ils décident, OK, on pourrait prendre telle plante en harmonie avec telle autre plante, tel insecte, tel animal. Et tu sais, nous, on parle d'artistes. On parle d'artistes qui créent des œuvres d'art. Les autres, ils créent des œuvres d'art vivantes. Je dirais plus loin que ça. Tu sais, tantôt, c'est quand même spécial tout ce que je raconte, mais je vais revenir en arrière. Tantôt, je parlais que la vie est sacrée pour eux autres, parce que tout ce qui existe est né d'une seule énergie, puis pour eux autres, cette énergie-là, elle est sacrée. Donc, ils ont un grand respect de toute forme de vie. Ce qui fait que quand ils manipulent la vie, ils la manipulent toujours avec le consentement de la vie. Ils ne créent pas des plantes, ils ne créent pas des animaux, ils ne créent pas des races humanoïdes sans qu'il y ait une entente avec ces vies-là. Il n'y a pas de vies qui sont créées sous une contrainte. Il y a comme un accord. À quel niveau que ça se passe? Souvent, ça se passe au niveau de... c'est assez spécial. Hein? C'est comme s'ils rentraient en contact avec cette énergie-là, cette fameuse énergie-là. Ils rentrent en contact avec elle, puis ils vont créer des vies à partir d'elle, mais avec sa permission. C'est comme s'ils avaient la permission de cette énergie-là de créer. À tel point qu'ils peuvent créer des plantes, les animaux, tout ça, mais même leurs outils. C'est-à-dire que, OK, j'ai parlé dans la première vidéo que pour être vivant et conscient, ça me prend 3 corps, 3 niveaux de fréquence. C'est à tous les niveaux. Que ce soit végétal, minéral, animal, ça prend 3 corps différents pour être conscient. Les végétaux ont leurs 3 corps, tout ça. Alors, les autres sont capables de dire, on peut créer la vie qu'on veut, qu'ils veulent, mais même leur maison, leur habitat est vivant.
quand tu as compris que ça prend 3 niveaux de fréquence pour être vivant puis être conscient, alors pourquoi créer une maison qui est morte? Pourquoi créer une maison qui a juste un niveau de fréquence? Nous, on crée des maisons avec du bois, avec de la pierre, mais qui sont coupées de leurs 3 fréquences, donc souvent le bois est mort, puisque tu es coupé de ses racines. Ils ont trouvé une façon de créer des maisons qui sont conscientes et vivantes. Alors, quand ils habitent leur maison, elle est vivante. Et je vais plus loin que ça, leurs vaisseaux spatials sont vivants. Combien de personnes qui en ont laissé? Ils en ont parlé un peu sur Internet, j'ai vu quelques commentaires dans ce sens-là, qu'il y a des vaisseaux spatials que quand les gens les approchent, ils sont convaincus que le vaisseau est vivant. Pas une vie comme on la conçoit, mais ils sont vivants. Ça veut dire qu'ils sentent que le vaisseau spatial réagit à leur présence et à leur contact. Et dépendamment de ce que la personne émet, ils vont avoir une réaction de bienvenue ou de rejet. Et c'est vrai que, pas tous les extraterrestres, mais il y a une bonne partie des extraterrestres qui ont conçu, qui conçoivent des vaisseaux qui répondent à leur pensée, à leur façon d'être, et qui sont en symbiose avec leur vaisseau. C'est pour ça que, dans un certain sens, quand les vaisseaux tombent sur la Terre à cause d'un accident ou d'une défectuosité, moi, ça ne m'inquiète pas, parce que il n'y a personne qui peut approcher un vaisseau sans que le vaisseau donne son accord. J'ai un peu de la misère, moi, quand j'entends les gens sur Internet dire « Ah, il y a des humains sur la Terre, des militaires qui ont repêché des soucoupes volantes, puis qui les ont travaillées, qui reproduisent, puis qui peuvent en faire voler d'autres-mêmes. » Je mets un gros bémol là-dessus parce que moi, de ce que je sais, la plupart de ces vaisseaux-là ne sont absolument pas contrôlables que par la seule personne qui est mandatée pour la faire voler. Puis il faut vraiment que tu rentres en symbiose avec elle. C'est pas de bouger des manettes qui la fait bouger, c'est la symbiose qui se passe comme un cavalier avec son cheval. C'est pas n'importe qui peut embarquer sur le cheval. OK. Alors, ils ont créé toute chose vivant. Ce qui fait que c'est dur à accepter jusqu'à un certain point, mais OK, quand ils amènent la vie sur une planète, c'est sûr que les animaux ou les plantes vont évoluer. Ils peuvent aussi, jusqu'à certains points, transmuter. Mais c'est parce que aujourd'hui, les gens sont déchirés entre la théorie de Darwin, de l'évolution, puis à côté de l'image religieuse d'un Dieu tout-puissant qui a créé tout ce qui existe sur la Terre. Bien, c'est entre les deux. Ce sont des êtres très évolués qui ont créé tout ce qui existe sur la Terre, mais en même temps, ces vies-là s'adaptent à l'endroit et ont une certaine évolution. Ils ne font pas des changements drastiques, mais il y a adaptation à l'environnement. C'est pour ça que... c'est pour ça que les reptiliens que je connais, moi, inconsciemment, consciemment, je n'ai pas grand souvenir, mais j'ai foncièrement en moi l'image d'avoir visité d'immenses bibliothèques contenant des archives de millions de planètes, de millions de formes de vie. Je vais donner un exemple, puis ça va être assez bizarre, mais je vais le dire pareil. Des bibliothèques où tu rentres dans une petite pièce, et là, tu programmes et tu demandes à te retrouver au 14e siècle, dans telle ville, à telle heure. Et tu te retrouves en train de vivre au milieu de ce qui se passe dans l'endroit. Personne ne te perçoit, mais toi, tu peux bouger, te déplacer, et tu vois tout ce qui se passe. Et ça, je donne l'exemple de la Terre. Imagine-toi la même chose si tu as accès à 1 million de planètes. Alors, on parle de bibliothèques qui vont assez loin. Moi qui est très curieux et qui adore les documentaires sur les civilisations et tout ça, je passerais des années entières
passerais des années entières dans ces pièces-là à découvrir exactement comment vivaient les gens au 8e siècle en Italie, à Rome. Et je vivrais comme eux autres. Comment ils m'ont expliqué? Ils m'ont expliqué comment ils faisaient ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un artiste, j'ai pas beaucoup de connaissances en technologie. Donc, je ne peux pas, comme la plupart du monde, comme tout, on se sert beaucoup d'instruments aujourd'hui électroniques qu'on ne comprend absolument pas, mais on aime bien se servir. Donc, c'est un peu la même chose, c'est qu'ils ont beaucoup de... ils m'ont expliqué un peu comment ça fonctionnait. Ce que je peux dire, c'est que pour eux autres, le temps n'existe pas vraiment, ce qui fait qu'ils peuvent avoir accès à toute la mémoire de tout l'univers à chaque instant. Parce que je ne sais pas comment ils font, mais ils sont capables d'aller chercher comme si tout était présent en même temps partout, là. Bon, tantôt, je parlerai d'éternel présent, là, mais pour eux autres, tout est là. Tout est là. En ce moment, il s'agit de trouver la fréquence. Comme une radio. Tu trouves la fréquence et tu peux visionner ou même vivre à l'intérieur d'une époque précise. J'en dis pas plus, mais disons que j'aimerais ça y retourner parce qu'il y a bien des époques que j'aimerais voir en détail. OK. Là, je vais aller encore plus loin. J'enchaîne, hein? J'enchaîne, je ne sais pas. Faut dire, cette semaine, je savais que je faisais ma vidéo aujourd'hui, fait que j'étais un petit peu, là, cette semaine, je me disais, mon Dieu. Je voudrais remercier tous les gens qui me regardent et qui m'écoutent, mais j'apprécie beaucoup, puis j'apprécie vos témoignages, puis ce que vous m'envoyez comme texte. Vous me posez des questions, je ne peux pas toujours tout répondre à tout le monde. Puis souvent, les questions sont courtes, mais les réponses sont très longues. Fait que des fois, je vais essayer de répondre un peu à vos questions pendant mes vidéos. Là, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est toujours ce qu'on appelle la survie après la mort. Et je l'ai expliqué un peu dans la première vidéo, mais je sens que ça n'a pas été assez détaillé. Préparez-vous. Préparez-vous. Encore là, il faudrait que j'explique 10 choses en même temps pour que vous compreniez. Mais je vais y aller une à l'arrière de l'autre. Ils ne seront pas nécessairement dans une ordre logique, mais je vais le raconter comme ça me vient. Tout notre univers est créé par nous-mêmes, par ce qu'on émet. La semaine passée, j'ai parlé que nos émotions, nos pensées, nos sentiments, nos gestes, c'est l'énergie première qu'on prend puis qu'on fait vibrer et qui est émise par nous et qui se répand autour de nous. Mais nous, on les propulse avec une certaine force. Rendue à un certain point, elle nous revient. Et quand elle nous revient, on prend conscience de ce qu'on a émis. Mais je vais aller plus loin que ça. Notre univers est créé à partir du fait que l'on émet constamment des choses et qu'elles nous reviennent. Et en nous revenant, elles nous confirment que notre univers est tel quel. Comment expliquer? OK. Je suis convaincu que le monde va très mal et que les gens sont méchants et que tout le monde est égoïste et tout le monde ne cherche qu'à profiter des autres. C'est ma vision du monde. J'aimais ça. Je l'aimais en pensée, en sentiment, en émotion. Rendu une certaine distance, ça me revient. Et quand ça me revient, j'ai dit, voilà. Ça confirme ce que je pensais. Le monde, il est égoïste, il est ci, il est ça. Donc, ce qu'on émet constamment nous revient constamment et consolide notre vision qu'on a du monde. Tu comprends? Ce qu'on émet nous revient et automatiquement, on croit que l'univers, il est ça. Mais ce ça, c'est nous à l'envers qui nous revient. OK. Première chose à expliquer. Deuxième chose à expliquer, donc, notre univers, c'est nous qui le créons. Mais, comme on n'est pas tout seul sur la Terre, et que tout le monde crée l'univers, alors il se crée ce qu'on appelle un univers stable, qui est la somme de l'ensemble de ce que les gens pensent qu'est l'univers.
Demande-moi pas de répéter ça 2 fois, je ne réussirai pas. L'univers tel qu'on le connaît sur la Terre, c'est la projection de millions de gens qui projettent une vision de l'univers, de la Terre, et qui lui revient et qui lui confirme que la Terre est bien, ce qu'il en pense. OK. L'univers, la planète Terre contient à peu près toutes les possibilités au niveau comportement, mode de vie. Tu peux choisir le mode de vie que tu veux sur la Terre, tout est là. Hein? OK. Quand quelqu'un vient au monde, en général, c'est pas vraiment lui. Si c'est une personne qui est plus ou moins évoluée, c'est pas lui qui décide dans quel univers il va vivre, dans quel milieu familial, quelle va être sa vie sociale, quel va être son travail, quelle va être sa famille, ses enfants. En général, quand la personne est peu évoluée, c'est le prolongement de ses émanations, de ses autres vies qui lui revient et qui le force à aller naturellement à l'endroit qui correspond à ce qu'il pense, à ce qu'il croit. C'est le karma. C'est le karma. Le karma de base, c'est tout ce qu'on émet nous revient et qui forge notre présent et qui forge notre futur. Alors, ceux qui sont plus évolués, ils sont sujets à ces émanations-là qu'ils ont eues dans le passé, qui leur reviennent et qui créent leur univers. Plus tu es évolué, plus tu es conscient, et évolué c'est un grand mot, plus tu es conscient, plus tu es apte à faire des choix, à dire ça, je n'en veux plus, ça, j'aimerais aller dans cette direction-là, j'aimerais plus refaire ce que j'ai déjà fait, je connais bien, ou je trouve que c'est stagnant de vivre dans tel univers, donc j'aimerais. Alors, on fait de plus en plus des choix conscients. Donc, plus tu es évolué, plus tu es conscient, avant de venir au monde, on te donne la permission, jusqu'à un certain point, de faire des choix. Puisque tu en es rendu à un point tel que ton futur, tu le crées à mesure. Tu n'es plus tributaire de tes émanations passées, tu es tributaire de ce que toi, en ce moment, tu choisis pour demain. OK. Donc, il y a des gens qui sont entièrement soumis au retour de leurs émanations, qui fait qu'ils ne choisissent pas leur vie, leur conjoint, leurs enfants. C'est une série, disons un exemple, tu as eu des conflits avec quelqu'un dans une autre vie, alors tu reviens et tout d'un coup, ton troisième enfant, c'est cette personne-là. Et cette personne-là, elle te ramène le même conflit que tu as eu 800 ans plus tôt. Mais il faut que j'explique une autre chose. C'est tellement vrai ce que je suis en train de dire que quand la Terre est née, elle était faite de minéraux. C'est ça, de minéraux. Et alors, elle avait la densité minérale. Quand les plantes ont commencé à apparaître, comme j'ai dit la semaine passée, les plantes ont un corps physique, un corps émotionnel, mais le premier corps qu'ils ont n'est pas dans cet univers-ci. Il est dans une fréquence qui est plus basse. Mais ce sont les plantes qui ont créé autour de la Terre l'aura de l'univers émotionnel. Comment je vais dire? OK. La Terre, elle a autant de corps que nous en avons. OK. Je réexplique la semaine passée. Nous avons un corps physique, un corps émotionnel, un tiers plus grand, un corps mental, un tiers plus grand, un corps sentimental, un corps amoureux, on en a jusqu'à 7. Bien, c'est les êtres qui habitent une planète qui fait en sorte que la planète acquiert aussi un corps émotionnel, un corps mental, un corps sentimental. Qui crée ces corps-là autour de la planète Terre, son aura? C'est les habitants qui l'habitent. Alors, les plantes avaient un corps physique et en plus un corps émotionnel que les pierres n'avaient pas. Alors les plantes, en vivant sur la Terre pendant des millions d'années, lui ont donné un corps émotionnel qui est fait de l'ensemble des émotions de toutes les plantes. Quand les animaux sont arrivés, les animaux ont un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Alors ce sont les animaux qui, avec leurs pensées, ont créé un corps mental autour de la planète Terre. Alors, la planète a maintenant corps physique, corps émotionnel et corps mental. Nous, on arrive et on a 2 corps de plus.
On a un corps sentimental. Et c'est toutes nos pensées, nos sentiments qu'on émet qui, avec les millions, peut-être pas les millions d'années, parce que les humains ne sont pas si longtemps que ça, on est certain, mais ce sont les humains qui ont créé autour de la planète Terre un second corps, un corps sentimental, qui est toujours un tiers plus grand que la planète. Chaque corps rajoute un tiers, mais pas juste pour nous, pour la planète aussi. Alors, quand on meurt, on en vient à la grande question. Quand on meurt, où qu'on va? On va dans le plan émotionnel de la planète, qui a été créé avant nous par les plantes. Et parce que quand le corps physique meurt, je le répète pour ceux qui n'ont pas saisi dans la première vidéo, si on n'a que 3 corps, comme les plantes, les animaux, quand le corps physique décède, 2 corps ne suffit pas pour entretenir la vie consciente et individuelle. Alors les 2 autres corps perdurent un certain temps, mais finissent par retourner à l'esprit groupe à laquelle il appartient. Ça peut être une race animale, une race d'oiseaux, c'est ça. OK. L'humain a été créé, les humanoïdes ont été créés avec 2 autres corps supplémentaires, qui fait que quand le corps physique meurt, le corps émotionnel devient le corps de base qui nous permet de fonctionner. C'est sûr, j'explique des choses qu'il faut un petit peu avoir regardé la première vidéo pour comprendre, mais je vais l'expliquer plus simplement. C'est que le corps physique, c'est le corps de l'action, le corps émotionnel, c'est le corps des réactions à nos actions, et le corps mental, c'est la constatation de nos réactions. Quand le corps physique meurt, c'est le corps émotionnel qui devient le corps des actions, le corps mental devient le corps des réactions et le corps sentimental des constatations. Donc, quand le corps physique meurt, à quel endroit que les humains se retrouvent? Ils se retrouvent avec leur corps émotionnel, mais dans le monde émotionnel de la planète Terre, qui est son aura. Et le corps émotionnel de la planète est aussi à peu près un tiers autour de la planète. Donc, la plupart des gens qui sont seulement dans le corps émotionnel, ils sont assez proches de nous. Donc, ils sont assez proches de la Terre. Ils peuvent même nous côtoyer. Ils sont même peut-être ici en ce moment. C'est-à-dire qu'ils sont autour de nous, vacants à leur fréquence. OK. Des gens vont me dire, oui, mais un corps émotionnel, c'est quoi ça? C'est quoi ça? OK. Mais tu sais qu'un corps émotionnel, quand quelqu'un a des émotions fortes à côté de toi, tu le ressens, hein? Tu le ressens. Parce que le corps émotionnel est un peu plus large, hein? Alors, tu le ressens très bien, hein? Tu le ressens bien. Alors, il est palpable. Quand tu perds ton corps physique, puis tu te retrouves dans le monde émotionnel, bien, le monde émotionnel de la planète Terre, c'est une fréquence qui est aussi palpable que la matière physique. Dans le monde émotionnel, une maison, un arbre est aussi solide, palpable qu'un arbre et une maison dans notre monde. Parce qu'il est fait de cette fréquence-là, la fréquence émotionnelle. Dans le monde émotionnel qui est autour de la planète Terre, on parle du corps émotionnel, mais on parle aussi d'une fréquence. Puis cette fréquence-là, en soi, elle existe, même si elle n'a pas d'autre corps. Mais elle existe comme fréquence. Donc, une chaise, une maison, un meuble, un auto même, dans le monde émotionnel, elle existe, mais elle est faite de cette fréquence qu'on appelle la fréquence émotionnelle. Elle n'a pas la conscience, parce qu'elle n'a pas nécessairement 2 autres corps, mais la matière qu'on appelle l'émotion existe, est palpable. Alors, quand les gens décèdent, ils ne se retrouvent pas dans un monde immatériel, un monde fluide. Ils se retrouvent dans un monde palpable. Et pourquoi que la plupart des gens, quand ils meurent, ils disent, ou qui reviennent et qui disent, je me suis retrouvé dans des magnifiques jardins avec des rivières, des arbres. Ben, j'ai dit oui. C'est les végétaux qui l'ont créé, ce monde-là, en premier. C'est eux qui l'ont créé. Ce sont toutes les plantes qui ont existé avant nous qui ont créé ce monde émotionnel. C'est normal que quand on meurt, on se retrouve dans des paysages, des jardins, des montagnes. C'est l'univers végétal qui l'a créé en premier, ce monde-là. Nous, on l'a entretenu, mais c'est eux autres qui l'ont créé en premier. Donc, c'est ça qui sont en premier. J'ai tellement de connaissances que, à un moment donné, ça se bouscule dans ma tête, mais je vais en dire une autre qui est aussi un peu spéciale. Le livre des morts des Tibétains
parle toujours que quand on meurt, on se retrouve pendant un certain temps dans un monde d'illusions, souvent de nos fantasmes, de nos peurs, nos craintes. Avant de commencer à voir dans le monde émotionnel quelque chose de plus stable, de plus réel. OK. Il faut que j'explique que le monde émotionnel, c'est une fréquence, mais qui a toute une gradation. Donc, ce que les gens appellent le bas astral ou le haut astral, ben, c'est le monde émotionnel, mais dans le bas émotionnel, on a toutes les émotions troubles que les gens ont émis depuis des milliers d'années. Donc, si tu te retrouves dans le monde émotionnel le plus bas, tu vas te retrouver dans un univers un peu chaotique, un peu émotionnellement déséquilibré. Mais je vais aller plus loin que ça. J'ai compris bien des choses, moi, là. J'ai compris que quand on dit que notre corps émotionnel est un tiers plus grand, mais dans notre corps physique, nos émotions, on ne les perçoit pas tant que ça. On les perçoit, mais on ne les perçoit pas comme quelque chose de tangible, de réel. Parce que c'est notre corps physique qui est notre point de repère, celui qui nous permet là, de percevoir la réalité. Mais quand on perd notre corps physique, et la perception de notre corps physique est très limitée, hein? Mais le corps émotionnel est un peu plus grand. Qu'est-ce qui se passe quand le corps physique meurt? On se retrouve dans son corps émotionnel. Mais comme notre corps émotionnel est un peu plus grand, tout d'un coup, nos émotions prennent vie. Nos émotions qu'on croyait abstraites, irréelles jusqu'à certains points, deviennent réelles autour de nous. Parce que, habitués dans un corps physique, on se retrouve dans un corps plus grand, donc nos émotions deviennent réalité, elles deviennent autour de nous. C'est pas facile à expliquer, mais comment expliquer que quand tu es habitué pendant une vie entière à être réduit à une forme physique et que tout d'un coup, à la mort, on se retrouve dans un corps émotionnel qui est plus grand, on a encore cette perception petit et le corps émotionnel nous semble être, pas nous, mais notre univers autour. Et tout d'un coup, dans le monde émotionnel, ben, nos émotions prennent réalité. Alors, pendant un certain temps, on peut croire que la réalité que l'on voit, c'est la vraie réalité. Mais dans le fond, c'est nos émotions qui prennent vie. Et c'est là que les gens qui ont des émotions troubles, qui ont eu des vies difficiles au niveau émotionnel, peuvent, pendant un certain temps, se retrouver au milieu de leurs émotions, croyant que c'est à l'extérieur d'eux, mais c'est l'extériorisation de leur monde intérieur émotionnel. Alors, ils peuvent vivre un certain temps une période de trouble. Est-ce qu'on peut appeler ça l'enfer? Est-ce qu'on peut appeler ça le purgatoire? Oui et non. Mais pendant un certain temps, les gens vont vivre dans ce monde émotionnel-là. C'est sûr que si tu as vécu des émotions troubles pendant toute ta vie, elles sont peut-être devenues tellement permanentes qu'entre deux vies, tu vas vivre que des émotions troubles avant de te réincarner. En parlant de réincarnation, le corps, je disais que le corps émotionnel dure aussi un tiers plus longtemps, hein, comme j'expliquais. Mais il y a une autre chose qu'il faut savoir. OK. La vie, je vais donner un autre exemple qui va être un peu plus comique. Je vais vous donner un autre exemple. Une journée, c'est 24 heures. Hein? Les 8 premières heures, on s'ouvre au monde, on découvre le monde. On va vers l'univers. L'autre 8 heures, on revient vers soi. On retourne vers sa maison, son habitacle, son petit univers. Et un autre 8 heures, on dort. Le corps physique s'endort et ce sont les autres corps qui explorent d'autres univers. Alors, 2 tiers de temps dans notre corps physique et 1 tiers de temps dans les autres mondes. Ça, c'est une journée. Comme notre respiration. 1 tiers, on inspire, on se répand. Un autre tiers, on revient vers soi. Puis le 3e tiers, un repos. Bien, la vie, c'est la même chose. La moitié de notre vie, on va à la découverte du monde. L'autre tiers, on revient vers soi, vers notre centre. Et 1 tiers du temps, on est mort de l'autre côté. Alors, les gens qui posent la question, combien de temps qu'on reste l'autre bord? 1 tiers. 2 tiers vivants, 1 tiers mort. Bon, là, je fais des farces. C'est pas aussi précis que ça, mais sur plusieurs vies,
il y a une moyenne qui s'installe, et cette moyenne-là, c'est ça. On est les 2 tiers du temps dans un corps, et on est 1 tiers du temps de l'autre côté à se reposer, à vivre autre chose, avant de reprendre un corps. Donc, c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est copié sur notre respiration, c'est copié sur, je dirais c'est le contraire, c'est ce mode de vie-là qui est copié sur notre respiration, sur le mode de vie d'une journée. Et c'est copié sur l'univers. 1 tiers de temps, l'expansion, 1 tiers de temps, il revient vers soi, 1 tiers de temps, repos. Tout s'explique facilement avec des principes très simples qui se répètent dans toutes les facettes de la vie. Bon, une autre chose, les gens me demandent tout le temps, l'âme. Je l'ai dit dans la première vidéo, il n'y en a pas d'âme. OK. Ça, c'est dur, mais je vais l'expliquer. Quand les extraterrestres ont amené les humains sur la Terre, OK, je vais le répéter une autre chose. Ça se peut que j'ai mal dit la première fois. Ce que les extraterrestres considèrent comme des humanoïdes, ce sont des êtres qui sont capables de se prolonger individuellement, indéfiniment. C'est pas parce que une autre race ressemble à un humain que c'est un humanoïde. Il y a des peuples extraterrestres qui vont dire nous, on est des humanoïdes parce qu'on a créé une grande civilisation puis qu'on est très évolué. C'est pas ça. Pour plusieurs extraterrestres, on définit un humanoïde par le fait qu'il peut se prolonger avec plusieurs corps, qui est un attribut très précis. C'est ça. OK. Parce qu'il y a des extraterrestres qui nous ressemblent jusqu'à certains points, qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas une survie individuelle. OK. Alors, ce que je veux dire, c'est que les gens me posent des questions sur l'âme. Quand les extraterrestres nous ont amenés sur la Terre, ils ont eu le malheur de dire aux humains, ils ont dit, vous êtes spécial, vous autres. Vous pouvez vous prolonger indéfiniment. Alors, les humains, ce qu'ils ont compris, c'est qu'on a quelque chose en nous qui est éternel. C'est pas tout à fait ça. On a la faculté de se prolonger d'un corps à l'autre. Mais on n'a pas la faculté d'avoir en nous un élément qui est éternel. Tout ce qui naît un jour meurt un jour. C'est clair, c'est net. Ce qui n'est jamais né ne meurt jamais. Puis la seule chose qui n'est jamais née et qui ne meurt jamais, c'est l'énergie primordiale. Point à la ligne. Au moment que cette énergie-là prend une forme, un corps, quoi que ce soit, le corps va durer un temps. Alors, il y a des êtres dans l'univers qui vivent 10 000 ans, 100 000 ans, mais ils vont mourir un jour, s'ils n'ont pas la faculté de se prolonger avec d'autres corps. D'autres corps veut dire haute fréquence. OK. Donc, c'est clair, il n'y a rien d'éternel en nous, mais on a ce privilège de pouvoir se prolonger indéfiniment d'un corps à l'autre. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent, quand on parle corps, ils pensent juste à un corps physique. Mais un corps émotionnel ou un corps mental, quand c'est ton corps de base, c'est quelque chose. Avoir un corps mental, puis ton corps mental, c'est ton corps de base, celui qui te sert à t'asseoir sur une chaise puis à manger. Ton corps est mental, alors tu manges une nourriture mentale. Et tu as 2 autres corps qui te permettent d'être conscient, 3 fréquences plus hautes qui te permettent d'être conscient. Mais tu as un corps qui est un corps mental. Et tu peux avoir un corps de lumière. Et quand tu t'assois sur une chaise faite de lumière, elle est aussi solide, tu t'assois, puis elle est bien confortable. Mais c'est un corps de lumière. Mais le corps de lumière est aussi une fréquence. La lumière n'est pas éternelle. La lumière est une fréquence, puis on peut avoir un corps de lumière, mais ce n'est pas... c'est un corps, ça reste un corps. Et en tant que corps, ça dure un temps. Ton corps peut durer 2 millions d'années, mais il va s'éteindre un jour. Il faut que tu mettes bien du charbon pour que... Si tu as un corps de lumière, tu as intérêt à y mettre bien du petit bois sec pour qu'il sorte. OK. Donc, c'est très clair qu'il faut qu'on sache que tant qu'on survit, on a un corps. On a au moins 3 corps pour être conscient. Ça amène à un autre sujet aussi. Des gens m'ont demandé sur Internet... moi, j'ai eu un chien qui est décédé, tout ça, mais je sens qu'il est présent, qu'il est près de moi, tu sais, je le sens, tu sais. OK. Il faut que j'explique le principe. Ce que j'ai dit dans la première vidéo, c'est que non, les animaux ne se prolongent pas individuellement. Ils n'ont que 3 corps, physique, émotionnel et mental. Sauf que
quand un animal vit près d'un être humain, il acquiert une certaine faculté de pouvoir un peu plus se prolonger au niveau individuel. Mais en général, quand un animal se prolonge près de son maître, c'est parce que c'est le maître qui lui donne de l'énergie de son corps physique. Chacun de nos corps, là je te parle, puis j'aime ça de parler, puis des fois je me dis, les gens aimeraient peut-être que je regarde des fois, mais c'est parce que j'ai regardé les vidéos, puis on se parle, puis des fois je me dis, les gens me voient toujours de profil, j'espère que c'est mon meilleur profil. J'explique aux gens que si des animaux peuvent se manifester auprès de leur maître, c'est parce que c'est le maître qui lui donne de l'énergie. Tu sais que chacun de nos corps, c'est une fréquence, mais c'est aussi une charge énergétique. C'est-à-dire il y a une certaine condensation d'énergie dans chacun de nos corps. Et ce qui fait que les animaux qui se prolongent jusqu'à certains points après leur mort, ou qui font quelques manifestations auprès de leur maître, c'est toujours parce que le maître lui donne une source d'énergie. Je vais aller plus loin que ça. On sait maintenant. Moi, je le dis, d'autres l'ont dit avant moi, mais je vais dire, parce que moi, j'en suis convaincu, c'est que beaucoup de manifestations dans les maisons de fantômes, d'esprits ou d'entités décédées, c'est en général les personnes dans la maison qui lui donnent l'énergie pour se manifester dans notre monde. Parce que les entités dans le monde émotionnel, même ceux qui sont à la base sont dans un monde émotionnel très troublé, ne peuvent pas se manifester dans notre univers s'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne de l'énergie. Consciemment ou inconsciemment. Il va aller chercher l'énergie dans une personne. On sait maintenant que où il y a des esprits, même des esprits frappeurs dans les maisons, il y a souvent des jeunes enfants ou des jeunes adolescents pleins d'énergie. Et c'est eux qui donnent l'énergie à ces entités-là pour se manifester. Tu as juste enlevé les enfants de la maison et il n'y a plus de manifestation. Ça se passe inconsciemment, mais une entité pour se manifester physiquement. Je ne parle pas mentalement ou émotionnellement. Il est dans le monde émotionnel. Il peut te toucher au niveau des émotions. Ou il peut te toucher au niveau mental. Mais pour se manifester physiquement dans ton univers, il a besoin de prendre de l'énergie physique à toi. Que tu le veuilles ou pas. Certains, tu le fais consciemment, puis d'autres inconsciemment. Parce qu'il n'y a pas tant que ça d'entités qui sont décédées qui peuvent se manifester dans notre monde. Alors, êtes-vous conscient que le paradis autour de la Terre, le monde émotionnel est très proche de la Terre, le monde mental est déjà un peu plus vaste, couvre une plus grande surface, le monde sentimental est encore plus vaste, et dans chacun de ces mondes-là, il y a des êtres qui vivent. Ce n'est pas toujours des personnes qui sont décédées ou qui sont en évolution depuis 20 000 ans. Ça peut être des êtres qui naissent dans ce monde-là et qui ne connaissent pas la matière, mais qui naissent dans le monde émotionnel ou dans le monde mental et qui vont monter ou descendre, mais qui peuvent apparaître là. Prenons les anges. C'est une création qui naît souvent dans le 5e... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e corps, qui est le corps amoureux. C'est là qu'en général, les anges résident. Que les anges résident et qui ne viendront jamais dans notre monde, mais ils naissent là, puis ils vont passer à d'autres stages. OK. Est-ce que tu comprends que la Terre a elle-même différents corps, et ces différents corps, c'est nous qui les avons créés avec nos pensées, avec nos émotions, à travers les milliers d'années. Donc, nous nous sommes créés notre propre paradis. Pour ça que les gens me posent toujours, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, tout ce que tu dis ou ce que tu penses? Mais l'imagination n'a pas de limite, mais l'imagination est comprise dans l'univers. Au moment que tu imagines quelque chose, tu lui insuffles la création. Parce qu'on est aussi, c'est là que ça va plus loin, c'est qu'on est des créateurs. On est des créateurs, on crée notre univers. À un point tel que, comme j'expliquais tantôt, on émet lentement, mais sûrement à travers les vies, on émet toutes sortes de vibrations, et c'est ces vibrations-là qui créent notre monde autour,
Et tant qu'on est satisfait de ce monde-là, on continue dans ce monde-là. Quand on n'est plus satisfait, on le change. Je voudrais juste terminer pour le volet de la vie après la mort. L'énergie primaire, elle est neutre. OK. C'est nous qui la... C'est nous, tout le monde entier, entre eux autres, c'est nous qui le créons. OK, on le crée. Alors, l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui a été créé par des gens avant nous, et nous, on le prolonge, si on veut. On peut aussi arrêter de le prolonger, puis on peut le changer. OK. Et ça, on peut le faire que dans le présent. Dans le présent. OK. C'est assez... Oh mon Dieu, parce que je viens de penser à autre chose, mais il ne faut pas que je m'égare. Il ne faut pas que je m'égare à un moment donné. Alors, c'est nous qui créons. OK. On crée notre monde d'une façon inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient que tout ce qu'on émet nous revient puis crée notre monde. Mais sachez que si on veut, on peut créer nous autres mêmes le monde qu'on veut. Parce que si cette énergie-là prend la forme de tout ce qu'on veut, alors pourquoi subir inconsciemment nos émanations du passé et pourquoi pas commencer à créer ce que l'on veut? Parce que cette énergie-là, elle est malléable. Elle est partout, elle est neutre, et on peut la façonner à notre guise. J'explique ça parce qu'il y a deux choses que les gens ne comprennent pas, ce qu'on appelle les élémentaux et les égrégores. Les élémentaux, ce sont ces fameux corps que quand ils ne sont plus trois, quand il n'y a plus trois corps pour stimuler la conscience, qu'il y en a un qui meurt, les deux corps continuent à perdurer et on peut les appeler des élémentaux. C'est-à-dire que ce sont des corps plus simples qui n'ont pas nécessairement la conscience, mais qui ont une certaine autonomie de conscience, mais très, très rudimentaire. On appelle ça les élémentaux. Il y en a partout autour de nous. Et ce qu'on appelle les égrégores, c'est la concentration... Oh mon Dieu! OK. On émet, on passe notre temps à émettre. Ce qu'on émet nous revient, mais tout ne nous revient pas nécessairement. Il y a une partie qui se perd. C'est normal, tu sais. Et ces parties qui se perdent, elles s'attirent mutuellement. Tu as des pensées d'amour, elles te reviennent un jour, mais il y a une partie de tes pensées d'amour qui se disperse pour toutes sortes de raisons. Elle n'a pas trouvé le chemin du retour. Et ces petites parcelles d'amour cherchent à s'assembler, à se retrouver entre elles. Alors, il se crée ce qu'on appelle autour de la planète des égrégores, qui est une accumulation d'une pensée, d'une émotion, qui s'accumulent et forment des espèces... C'est pas des élémentaux, comme je disais, les élémentaux, c'est des corps simples, mais ça devient comme des espèces de grandes masses informes, je dirais presque gélatineux, mais qui est une accumulation d'une émotion. La peur, l'envie, l'angoisse, la joie, la sérénité, les désirs. Et ça, c'est dans l'air. Alors, quand on veut co-créer, quand on veut se créer un univers qui est plus à notre ressemblance, on peut faire appel à ces égrégores-là. De quelle façon? Très simple, on les invoque. Moi, quand je fais la méditation, je prends un mot que j'accole à quelque chose. Prenons le mot bien-être. Je prends le mot bien-être et j'en fais un mantra pour attirer vers moi l'égrégore du bien-être. C'est une émotion, le bien-être, c'est une émotion en partie aussi mentale, et je peux l'attirer vers moi. Ce qui permet de ne pas juste travailler avec l'énergie brute, neutre, mais travailler avec des masses déjà formées d'émotions, de sentiments. Pour être encore plus efficace, il faut toujours le 3. La vie, la conscience existe par le chiffre 3, 3 quarts. Donc, quand on fait de la méditation puis qu'on veut attirer vers nous certaines bonnes choses, on s'en sert en 3. Bien-être, sérénité, confiance.
je prends ces trois mots-là et je les mixe ensemble, j'en fais le mantra, et ces trois mots-là attirent un ensemble d'énergie modifiée. OK. J'ai fait cette parenthèse-là. Pour parler, entre autres, OK. Je vais parler d'une chose. Moi, j'enchaîne n'importe quoi. Je dis toutes sortes d'affaires. Je dis aux gens, vous démêlerez tout ça, là, si c'est un peu mêlé. Voulez-vous changer votre vie? Il n'y a qu'une seule façon de changer sa vie. C'est maintenant. Oups, trop tard. Mon maintenant vient de passer à hier. La conscience d'exister, la conscience d'être, ce n'est que dans le présent. La seconde qui vient de passer appartient déjà au subconscient, puis la prochaine appartient au surconscient. Mais la conscience n'existe que dans l'éternel présent. Tout le reste n'est qu'inconscience. Donc, on a un impact, on a une capacité à changer sa vie que dans le moment présent. On peut passer des heures à penser à son passé, on peut planifier pendant des mois de temps son futur, mais ça ne sert à rien. Ce n'est que dans le présent qu'on peut agir. OK. Première façon d'agir dans notre présent. On sait que notre futur va être fait de toutes nos émanations d'aujourd'hui. Ce qu'on émet aujourd'hui va nous revenir et va sculpter notre futur, va modeler notre futur. Notre futur va être la conséquence de ce qu'on émane aujourd'hui. Première chose, pour changer son futur, il faut regarder avec une certaine objectivité, une certaine distance, qu'est-ce que j'émane aujourd'hui de moi. Et ce qui émane de moi est en grande partie des réactions à ce que j'ai fait dans le passé. J'ai fait des choses dans le passé, elles me reviennent, et j'ai une réaction à travers tout ce que je vis. Bon, bien, commencez à regarder vos réactions. Commencez à juger, j'aime pas le terme, commencez à regarder de haut, prenez une distance et remarquez toutes vos pensées, remarquez toutes vos émotions, pourquoi vous réagissez de telle façon à telle situation, à tel comportement. Et si vous commencez à regarder comment vous agissez par rapport à tout ce que l'univers vous envoie, vous allez commencer à changer votre futur. Parce que le futur existe que dans la mesure qu'on le prolonge en ce moment. Chaque fois que j'ai les mêmes réactions aux mêmes choses qui m'arrivent, je prolonge ma situation passée dans le futur. Donc, il faut reprendre le contrôle exact de son présent. Ça va tellement loin que ce n'est que dans le présent qu'on peut changer notre vie. Ce n'est que dans le présent qu'on a du pouvoir. Ce qui fait que, et je vais plus loin que ça, tantôt je parlais que les extraterrestres me disent, tout est sacré. Tout, pas juste la vie qui est importante, qui est sacrée, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on émet. Pas besoin d'aller dans une église pour faire des rituels, pour célébrer la vie, célébrer Dieu, célébrer notre foi, nos croyances. C'est faites que chaque geste de votre vie est un geste de création et de conscience, d'ouverture de conscience. J'aurais pu dire un remerciement à la vie, mais j'irais plus loin que ça. Faites en sorte que chaque geste que vous faites est imprégné de votre conscience au maximum de vos possibilités. Et à ce moment-là, chaque geste va engendrer un progrès dans votre futur. Ouais, c'est là que je vais vous dire, cette semaine, j'ai eu une révélation. Parce que à la dernière vidéo, tu avais posé la question, c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi qu'on vit? Puis bon, tu m'as mis ça dans la tête. C'est ta faute. C'est ta faute, tu m'as mis ça dans la tête. Alors, cette semaine
la première chose qui m'est venue, c'est quoi le sens de la vie? Mais la vie, c'est nous qui lui donnons un sens. Là, j'ai dit, pourquoi vous me dites ça? Ben oui, l'énergie première qui a créé toute chose, elle est neutre. Elle est inconsciente, elle est neutre, mais elle peut tout faire. Elle peut tout créer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle crée? Qu'est-ce que tu veux qu'elle crée dans ta vie? Le sens de ta vie, c'est toi qui lui donnes. Parce que cette énergie-là peut tout faire. C'est quoi que tu veux faire? Et Dieu, qui est cette énergie-là primaire, mais qui est aussi l'univers entier, c'est qui Dieu? C'est ce que nous en faisons. C'est nous qui lui donnons une personnalité. Dieu est fait d'une énergie neutre. Il n'y a pas de parti pris, lui. Il n'est pas ni bon ni mauvais, il n'est pas pour, il n'est pas contre quoi que ce soit. Dieu est neutre aussi. Et là, il nous dit, qu'est-ce que tu veux? Quel sens que tu veux donner à la vie? Et ce que tu vas lui donner comme sens à la vie, ça va être correct. C'est ton sens à toi. Et pour toi, ça a une raison d'être, ça te permet d'avancer, de découvrir des choses. Alors, le sens de la vie est personnel à chacun. Et l'univers est fait comme ça. C'est comme ça qu'elle a été créée, donnant la chance à chacun de décider quel est le sens de la vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est toi qui décides. À un point tel que, à un moment donné, j'ai écrit dans le livre À l'origine de tout une phrase qui est très énigmatique et qui m'a pris du temps avant de la catcher. Le bonheur, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, on m'a dit, la phrase, c'est le bonheur, c'est la constance au-delà des circonstances. C'est un jeu de mots. Le bonheur est la constance au-delà des circonstances. Ce que ça veut dire, c'est que le bonheur est un état d'être au point de départ. Indépendamment de ce que tu vis, le bonheur, c'est un état d'être. Mais je vais aller plus loin que ça. OK. On vient de parler qu'on a plusieurs corps. Ça, tout le monde a compris. Je ne me répéterai pas. Mais vous savez qu'aussi, on a ce qu'on appelle à l'intérieur un moi stable. Ça veut dire que nous, on vit beaucoup d'expériences, tout ça, mais on a quand même un moi profond qui est comme stable, qui est comme la somme de tout ce qu'on a vécu dans le passé, qu'on a intégré en nous, puis qu'on considère comme étant notre personnalité. On se définit par un moi qui est très, très, je dirais coulé dans le béton, mais qui est très stable, très, très solide. Et autour de ça, il y a une mouvance. Tous les jours, on vit des nouvelles expériences. On les intègre plus ou moins, et ça va prendre du temps avant que certaines nouvelles expériences soient vraiment intégrées, puis qu'elles deviennent quelque chose de permanent en nous, de constant, et c'est ça. Alors, on a un moi stable, on a aussi un moi malléable, qui se transforme, c'est à l'image de nos corps physiques, de nos corps. Le corps physique est stable, mais les autres corps sont plus mouvants. Ils ont une possibilité de s'étendre, de se condenser ou de se disperser. Bon, ben dites-vous que dans ces corps émotionnels-là, c'est là que se passent les nouvelles expériences et qu'on acquiert des nouvelles choses. Et quand on se couche le soir et que notre corps physique est au repos, nos autres corps fait le ménage là-dedans. Notre corps mental place dans des tiroirs ce qu'on a découvert dans la journée. Ah, ça va dans tel tiroir, ça va dans tel tiroir. Et au niveau émotionnel, si on a vécu des émotions trop fortes, pendant la nuit, on va essayer de faire baisser la pression. Non, tu t'es un peu trop inquiété. Je trouve que ton émotion était trop forte par rapport à ce qui est arrivé. Alors, pendant la nuit, on essaie d'intégrer les nouvelles expériences de la journée pour que ça devienne, à un moment donné, quelque chose de stable. OK. Mais là, je vais dire une vérité qui va faire mal, très, très mal. Ça fait mal. Alors, notre moi stable, qui lui est bien, bien défini, au-delà de notre identité malléable, bien, ce moi stable-là, c'est ça notre bonheur. C'est ça notre bonheur. C'est ça qui nous fait vivre, qui nous fait avancer, qui fait qu'on est heureux dans la vie.
même quand tu vis des grands malheurs, même quand tu es en souffrance, même quand tu es malade. Mais c'est ça ton bonheur. Parce que c'est ton état de base qui te définit et qui te permet de survivre dans le monde, qui te permet soit de vivre ou même de survivre. Et c'est ça ton bonheur. Tu es heureux, tu es dans un état de bonheur parce que tu en veux à tout le monde, tu détestes le monde entier. C'est ça ton bonheur. Est-ce que tu vas l'accepter encore longtemps? Tu vas l'accepter tant que tu ne découvriras pas que ça a des limites. Mais arrêtez de chercher le bonheur ailleurs qu'en dehors de vous. Votre bonheur, c'est votre état d'être en ce moment. Vous êtes malheureux en ce moment, vous en voulez au monde entier, bien dites-vous, c'est ça votre bonheur. Puisque, pas parce que ça vous rend heureux, mais parce que c'est cet état-là qui vous permet de survivre dans le monde sans être trop déséquilibré, sans être trop perturbé par tout ce qui vous entoure. Mais c'est à vous à choisir que votre bonheur ne vous satisfait plus, que vous voulez autre chose. Mais arrêtez de le chercher en dehors de vous, il est en vous. Et c'est là que, je répète la phrase, le bonheur, c'est la constance au-delà des circonstances. Quoi que ce soit que vous vivez à l'extérieur, comment vous vous sentez intérieurement, au plus profond, c'est ça votre bonheur. Et votre bonheur peut être de souffrir. C'est quelque chose. Ça fait mal. Et c'est là que, quand tu ne prends pas conscience de ça, que tu es l'agent qui fait ton propre bonheur, tant que tu n'acceptes pas que c'est toujours tes mêmes réactions aux mêmes événements que tu répètes et que tu... Tu sais, je dis, tu passes ton temps à émettre, tu reçois, ça te fait mal, tu réémets les mêmes émotions, tu reçois les mêmes émotions et tu continues à émettre. Alors, ton bonheur, c'est cet état-là que tu vis. Donc, c'est à toi à décider si ça te convient encore. Si ça t'aide à comprendre des choses, bravo. Parce que des êtres supérieurs qui viennent de très haut, qui descendent dans les mondes inférieurs et qui se retrouvent à vivre des choses très, très oppressantes, ils l'ont accepté. Inconsciemment, ils l'ont accepté parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre quelque chose là. Donc, il y a quelque chose à apprendre. La pire chose, c'est de stagner dans un état médiocre sans jamais prendre conscience quelle est la révélation que contient cet événement-là. Qu'est-ce que tu as à apprendre là-dedans? C'est ça, c'est qu'il faut t'apprendre quelque chose. Tu sais, je reviens encore avec la fille qui s'était plainte que sa mère l'avait battue, sa mère l'avait oppressée. Moi, je suis sûr que c'était un comeback. C'est-à-dire qu'elle recevait ce qu'elle avait déjà émis dans d'autres vies, mais qu'elle ne prenait pas conscience. Elle devait sûrement maltraiter les autres personnes en diminuant ses actes. Elle a passé à travers la vie avec une autre personne qui lui a montré qu'est-ce que c'est rabaisser quelqu'un. Ça se peut qu'elle ne comprenne rien de l'événement. Et il va falloir qu'elle revive plusieurs fois pour qu'elle finisse par comprendre qu'est-ce qu'il y a. Quelle est la leçon d'enseignement qu'il y a dans cet événement-là? Et à ce moment-là, elle va prendre conscience et elle ne fera plus jamais de mal à personne d'autre, sachant qu'est-ce que ça fait à elle. C'est facile de faire mal à quelqu'un puis de ne pas s'en soucier, jusqu'au jour que quelqu'un nous fait vivre les mêmes choses puis qu'on sait qu'est-ce que ça fait. Alors, soit qu'on peut être révolté puis ne pas accepter qu'il y a une leçon à apprendre là-dedans, mais il y a aussi une leçon à apprendre partout. C'est pour ça que je répète ce que j'ai dit tantôt. Le premier pas pour évoluer, c'est de vivre dans le présent et que tout ce qui nous arrive de l'extérieur, de regarder nos réactions. Qu'est-ce que ça provoque en nous? Quelles sont nos pensées? Quelles sont nos émotions que l'univers extérieur nous provoque en nous? Et rapidement, vous allez découvrir un paquet de choses intéressantes. Comme moi, je me suis intéressé jeune. Disons, je me retrouve avec quelqu'un qui me fait beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, beaucoup de misère. Puis j'en suis venu à dire, OK, il y a quelque chose à apprendre là. C'est pas pour rien que cette personne-là me harcèle ou a décidé qu'elle me rendait ma vie pénible. Mais j'ai juste à m'asseoir, je fais un recul et je vois pourquoi. Je vois d'où vient la source. Qu'est-ce que moi j'ai mis avant pour que ça arrive?
La première chose à faire, c'est sûr, c'est de se responsabiliser. Être responsable de ce qu'on émet puis de ce que la vie nous ramène. Au moment qu'on se sent responsable de tout, on peut faire beaucoup de choses. Oui, on en est rendu à quoi? On peut jaser encore un petit peu? 10 minutes. Oh, un petit 10 minutes, un petit 10 minutes. Pour le fun, j'avais amené une feuille. Ben, je me suis dit peut-être que j'aurais des blancs dans ma soirée. Alors j'ai amené une feuille. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Des fois qu'il y a quelque chose de... ouais. Donc, comme je... Oui, d'accord, 10 minutes. Oh, je vais-tu en parler ou c'est... OK, je vais en parler. 10 minutes, d'accord. OK, ça va finir un peu la vidéo d'une façon un petit peu dramatique, mais je dois le faire. Parce que tout ce que j'ai expliqué ce soir, tout le monde l'a bien compris. Je pense que c'était clair comment fonctionne la vie après la mort, la planète Terre. Alors, il faut que je dise quelque chose. Il y a quelques années, les extraterrestres m'avaient parlé dans mon livre, À l'origine de tout. Ils m'avaient dit que l'énergie nucléaire que les humains utilisent sur la planète, c'est quelque chose qui est interdit dans notre univers. Tous les armements nucléaires sont hautement surveillés, hautement encadrés. Parce qu'il m'avait expliqué, et c'était flou, il m'avait expliqué que quand une bombe nucléaire, une bombe atomique explose, ça ne fait pas juste tuer, ça ne fait pas juste détruire la matière physique, mais ça affecte tous les niveaux de fréquence, comprenant tous les niveaux de fréquence, en montant et en descendant, comme si ça faisait un trou dans notre univers. Je le répète, l'univers est rempli d'une énergie qui prend toutes sortes de formes, mais les explosions atomiques créent un trou, un vide, comme si cette énergie-là était un peu comme une antimatière, un antimonde, et ça fait un trou. Et c'est depuis les années 1950 que les extraterrestres sont venus et se sont mis à s'intéresser à nous. Et il n'y a qu'une seule et même raison, la seule et la même raison, c'est notre armement nucléaire. Parce que, je vais aller plus loin que ça, OK. Êtes-vous conscient que... Je vais dire tout de suite la phrase qu'ils m'ont dit. Ça m'a bouleversé. J'ai écrit un texte là-dessus. Je vais vous la dire tout de suite. Puis ça, je vais la dire, puis j'en prends la responsabilité parce qu'ils me l'ont répété plusieurs fois. Depuis les années 50, si les extraterrestres ne seraient pas intervenus pour limiter les dégâts que les humains ont faits avec les bombes atomiques nucléaires, en ce moment même, il n'y aurait plus aucune forme de vie sur la Terre. Je vais le répéter très lentement, même là, je l'ai fait lentement, mais je vais le faire encore plus lentement. Il n'y aurait plus végétaux, plus d'animaux, plus d'humains, plus aucune vie sur la Terre si les extraterrestres ne seraient pas intervenus depuis les années 1950 pour arrêter la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est bien dommage, mais moi, quand on me dit qu'un moteur d'une centrale atomique est entré en fusion, puis que tout d'un coup, par miracle, ça s'est arrêté, la fusion, puis qu'une soucoupe volante n'était pas loin dans le coin, si Tchernobyl aurait explosé, toute l'Europe aurait été détruite. Il y aurait eu peut-être encore de la vie, mais toute la civilisation européenne, c'est quelque chose, là. On parle de la France, l'Italie, la Grèce, là. Fini, plus rien. Ils m'ont expliqué que depuis les années 50, c'est ça. On sait maintenant qu'il y a des bases militaires avec des armements nucléaires qui ont été désamorcés par des soucoupes volantes qui passent au-dessus de fusées nucléaires. En une fraction de seconde, tout est désamorcé. Ils l'ont fait plusieurs fois. Mais ils ont fait plus que ça. Les humains ont fait des expériences très graves
que si les extraterrestres n'auraient pas ramassé les débris, n'auraient pas ramassé les émanations, il n'y aurait plus aucune forme de vie sur la Terre. Ça, c'est clair, c'est net. Mais je vais aller plus loin que ça. Est-ce que les autres, tu penses qu'ils sont intéressés à ce que notre planète explose? Ou même change d'orbite? Tu viens d'impliquer toutes les autres planètes du système. Le système débalancé, tu viens d'affecter les autres mondes autour. Alors, pour eux autres, les humains, OK, vous êtes libres. Vous êtes libres de vous entretuer comme vous voulez. Mais au moment que vous menacez le monde autour, d'autres univers autour, c'est là qu'on intervient. Mais je vais aller un cran plus loin, parce que quand ils m'ont dit ça à l'époque, je n'avais pas vu l'impact autant que ça. Et lors d'un voyage dans le sud, ils m'ont redonné un autre texte, et là, j'ai eu comme une claque au visage. Si les bombes nucléaires détruisent tout ce qu'il y a sur place, comprenant les autres fréquences, ça veut dire que quand une bombe nucléaire explose un endroit sur la Terre, ça tue le monde émotionnel, ça tue le monde mental, ça tue le monde sentimental. Ça veut dire que ce n'est pas juste nous autres qui sont affectés. Les gens qui sont morts depuis 8000 ans, qui sont dans le monde mental, peuvent être tués par nos bombes nucléaires. Par nos bombes nucléaires, on peut tuer les millions de gens qui ont vécu avant nous, qui sont à différents stages d'évolution dans les mondes supérieurs, avant de pouvoir quitter la Terre puis d'aller vers d'autres mondes. Il y a des millions d'êtres évolués qui sont autour de la Terre dans le corps émotionnel, le corps mental, le corps sentimental. Et quand une bombe explose à un endroit sur la Terre, ça tue tout ce qui est correspondant dans le même endroit. Pourquoi, depuis les années 50, les extraterrestres nous suivent, nous enlèvent, essaient de nous sauver, de nous cloner, quoi que ce soit? Pourquoi il y a des êtres spirituels qui viennent nous parler et qui nous invoquent à vivre dans la paix, dans l'amour? Pourquoi il y a pas de monde qui communique avec des êtres, des entités venant de mondes parallèles qui nous disent « changez, changez, changez ». Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi maintenant. Ce n'est pas juste les extraterrestres qui sont... C'est tous les mondes parallèles, les mondes qui vivent dans d'autres fréquences, qui sont ici, qui sont menacés. Ça, c'était un... Bon, je vais faire attention parce que ça rentre émotionnellement. Mais je vais dire une autre chose. Quand moi, quand moi, je parle avec des gens qui me disent « Hey, les extraterrestres, restez chez vous, laissez-nous faire ce qu'on veut, on est sur notre planète. » Puis c'est qui ces maudits trous de cul-là? J'utilise le mot trou de cul parce qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé devant moi. Les extraterrestres qui enlèvent des humains, là, c'est tous des trous de cul. Ah bon, merci pour la nuance. Merci pour la nuance. Je le dis parce que quand quelqu'un me dit ça, hey, ils n'ont pas le droit de nous enlever, ils n'ont pas le droit de nous enlever notre liberté, nous sommes autonomes, c'est notre vie. Non, non. Tu l'as perdu, là. Tu n'as plus ta liberté, là. Ce que tu as fait, oui, les races extraterrestres respectent l'autonomie, l'autodétermination. Mais avec ce qu'on a fait sur la Terre depuis les 60 dernières années, on a perdu. On a perdu notre droit. On a perdu notre droit de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Que 3 personnes font sauter des bombes qui tuent de la vie sur toute une gamme de fréquences de mondes parallèles, qui détruit les êtres qu'on a connus, nos ancêtres, nos parents qui sont morts. On a-tu le droit de leur enlever la vie pour toujours? C'est ça. C'est qu'on enlève la vie pour toujours. Quelqu'un qui meurt dans une bombe nucléaire n'a pas de survie après la mort. Il est mort définitivement parce que tous ces niveaux de fréquence ont été détruits. Alors ceux qui sont morts dans les explosions nucléaires, ils sont morts pour toujours. C'est tragique, mais ils sont morts pour toujours. Et on menace les êtres qui sont décédés depuis des milliers d'années avant nous. Alors, pour une chicane de clôture, on menace des mondes parallèles et on menace même de détruire notre paradis qu'on est supposé d'avoir à la fin de nos jours. C'est quelque chose. Excusez-moi de lancer ça un peu, c'est très émotif, mais ils m'ont pas dit ça une fois, ils m'ont pas dit ça 5 fois, ils m'ont pas dit ça 10 fois, ils me l'ont dit 20 fois. Alors,
quand des humains me disent qu'ils restent chez eux puis qu'ils nous laissent faire ce qu'on veut, excuse-moi, mais on n'est plus en droit de pouvoir se vanter de faire ce qu'on veut. Parce qu'on est libre de s'entretuer, pas de problème. Mais on n'est pas libre d'entretuer d'autres mondes. On n'est pas libre de détruire des êtres spirituels. On n'est pas libre de tuer des anges. On n'est pas libre de tuer toute forme de vie qui existe autour de la planète. Ça, non. Alors, c'est ça. Bon, OK, mais je ne pouvais pas parler de ça sans qu'on comprenne bien avant comment fonctionne la Terre, les mondes parallèles, la vie après la mort. C'est pour qu'on comprenne vraiment que quand on fait... parce qu'ils m'ont expliqué que quand je dis que les pierres ont un corps physique dans notre monde, mais les deux autres corps sont à d'autres niveaux de fréquence, c'est là qu'on peut... Moi, je ne connais pas. Je ne peux pas me vanter de connaître ça, mais ça appartient à l'antimonde. Les pierres, c'est une forme de vie consciente tellement concentrée qui s'est figée dans une très, très compacte, mais c'est une conscience évolutive. Les pierres ont une conscience, mais elle est tellement concentrée que les humains ont découvert comment qu'elle pouvait, en quelques secondes, faire sortir toute l'énergie concentrée dans une pierre, ce qui est devenu les bombes nucléaires. Mais cette concentration-là vient d'une longue évolution qui vient de l'antimonde, de l'antimatière, en partie. Je ne parlerai pas de l'antimatière, mais un monde qui se situe entre l'antimatière et notre monde. Alors, les pierres recèlent une force énorme, on l'a découvert, mais quand elle est libérée trop vite dans notre monde, elle crée des trous, puis, à un moment donné, un trou trop grand peut enclencher toute une série de catastrophes. Et eux autres, maintenant qu'on a menacé plus loin que notre planète, l'univers, c'est pour ça que maintenant, ils ont pris sous leur tutelle. Puis je leur permets de nous enlever, pour essayer, pas pour nous faire du mal, mais pour essayer de nous sauver de ce qu'on a malheureusement enclenché. Piou! Ah, bah, bah, boum, bah. OK. Les amis de Latitude 45, ça c'est le deuxième programme qu'on a fait. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions à faire. Peut-être sur YouTube, vous pouvez faire des questions, ou sur la page web de M. Colin Chabot. Et on va faire un troisième programme. Mais peut-être il y a beaucoup de questions. Peut-être on peut faire un quatrième. Je ne sais pas. On verra. On verra. Mais merci beaucoup. Ça, merci. c'est le deuxième programme. Merci beaucoup. OK. Wow.